Bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous allons ici nous concentrer sur le projet Cosmos, essayer de faire un tour d'horizon du projet, de la vision de Cosmos, parce que ça va au-delà d'un projet, du moins au-delà d'un projet qui s'articule autour d'un token. Et c'est assez, je pense que c'est assez dérangeant pour la plupart des gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Ils ont du mal un peu à comprendre ce qu'est Cosmos parce que leur premier objectif c'est de voir quel est le token et quelle est son utilité. Or ici Cosmos va au-delà et voilà, à mon sens c'est radicalement différent du reste. Et donc je pense que ça mérite une vidéo. Donc on va s'arrêter dans cette vidéo sur la vision de Cosmos. On va essayer de l'expliquer et, euh, et voilà. J'espère que ce sera intéressant pour vous et que je serai assez clair dans mes propos. Donc c'est parti. Cosmos, l'idée c'est d'avoir l'internet des blockchains. On a deux visions qui s'opposent finalement là. C'est l'interopérabilité, c'est de se dire que l'avenir, ça va être plusieurs blockchains indépendantes qui vont coexister et interagir entre elles. Ou alors, vous avez la vision peut-être plus d'Ethereum, plein d'autres plateformes comme ça, qui est plutôt centrée sur elle-même et de dire, bah, moi, je vais définir le protocole sur lequel tout le monde va venir se mettre. Tout le monde va venir utiliser Ethereum, du moins c'est l'objectif d'Ethereum. Tout le monde va venir mettre ses applications décentralisées sur Ethereum et vont pouvoir interagir entre elles. Et jusqu'à présent, c'est comme ça que ça fonctionnait, mais maintenant l'avenir, c'est peut-être euh, l'interopérabilité des blockchains et on est en train d'aller vers ça, puisqu'à l'heure actuelle, Ethereum n'est pas scalable, ça cause de gros problèmes sur les applications décentralisées qui tournent dessus, et on voit bien qu'on a différentes blockchains qui arrivent pour pallier ce genre de problème. On appelle ça des layer 2 ou des sidechains, et qui utilisent finalement Ethereum pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une, une, blockchain qui a prouvé sa fiabilité, sa sécurité. Enfin, les données sont plutôt connues pour être sécurisées, les smart contracts sont connus pour être fiables sur Ethereum. Donc peut-être qu'on va s'orienter vers, en tout cas pour l'instant, avec les capacités techniques d'Ethereum à l'heure actuelle, on s'oriente vers ça, vers un Ethereum sur lequel finalement on commit les informations importantes qu'on a générées sur d'autres blockchains. Et donc Cosmos va un peu dans ce sens-là. Donc voilà, c'est parti. Cosmos, l'autre vision finalement des blockchains, c'est l'Internet des blockchains. Alors l'idée de Cosmos, c'est de faciliter d'abord, la première étape, c'est de faciliter la création des blockchains, d'une blockchain. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir les faire interagir les blockchains, l'idée c'est de faciliter. Il faut qu'il y en ait finalement. Il faut qu'il y en ait et en plus il faut qu'elles soient compatibles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est de générer des briques qui vont réutilisables, qui vont permettre de coder des blockchains plutôt simplement, même très simplement, si on considère qu'au début, c'était pas donné à tout le monde. Ce qui a été fait dans Bitcoin, c'était pas donné à tout le monde. Et vouloir faire des smart contracts par-dessus dans une blockchain, bah, c'était encore moins donné à tout le monde. Euh, malgré le code source visible, hein, c'est moi qui suis développeur. Bon, malheureusement, j'ai un métier, donc j'ai pas le temps non plus de rentrer là-dedans, mais j'en ai même pas eu envie. Pourtant, voilà, je suis un crypto enthousiaste, mais voilà, il m'est arrivé d'aller voir des projets blockchain, j'en ai vu. C'était du C++, c'est pas mon langage de prédilection. C'est pas facile de s'y retrouver, de savoir où est la partie qui m'intéresse par rapport à celle qui est déjà plus ou moins codée que je ne souhaite pas modifier, etc. Du coup, ici, ils ont facilité les choses avec essentiellement deux briques pour la construction des blockchains et une troisième pour l'interopérabilité. L'interopérabilité, pardon. Donc les deux premières briques, bah, c'est Tendermint et Cosmos SDK. Tendermint, c'est le moteur. Et Cosmos SDK, c'est toutes les options que vous pouvez mettre. Enfin voilà, si je prends l'analogie du moteur, Tendermint c'est le moteur et Cosmos SDK c'est le moteur de votre voiture. Vous voulez créer une blockchain, bah, votre blockchain c'est votre voiture. Et Tendermint c'est le moteur et le Cosmos SDK bah, c'est toutes les options que vous allez pouvoir ajouter. Clé en main. Voilà, vous n'avez pas à construire le moteur, c'est pas donné à tout le monde de construire un moteur. Et voilà, toutes les options après qu'on peut rajouter sur une voiture, bah, elles sont accessibles dans le SDK. Vous voulez le radar de recul, bah, vous n'avez qu'à ajouter le radar de recul, etc., etc. Et là-dessus vient l'IBC. L'IBC, c'est le protocole qui va permettre aux blockchains d'interagir. Donc c'est plutôt l'idée est plutôt très logique. C'est d'abord je fournis les briques qui vont permettre de construire des blockchains
Et puis, troisièmement, je vais faire le protocole qui permet aux blockchains d'interagir. Parce que là, c'est un ordre chronologique. La première brique, c'était Tendermint. Deuxième brique, c'est le Cosmos SDK, qui fait que s'enrichir aujourd'hui. Tendermint continue d'évoluer, mais en tout cas, c'est un processus, le Tendermint propose le consensus et le networking, c'est la partie réseau. Et Tendermint est déjà bien éprouvé. Il a été testé et il a été réutilisé dans de nombreux projets dont on parlera plus tard. Et ensuite, le quatrième point que j'ai voulu mettre, qui n'en est pas un en fait, c'est aucune crypto-monnaie n'est nécessaire. Et c'est là que vous avez une grosse différence avec tous les autres projets, puisque l'on compare souvent Polkadot et Cosmos, peut-être Avalanche, il y en a sûrement d'autres, mais ils s'articulent tous. À un moment ou à un autre, il vous faut du DOT pour faire votre blockchain, ou du moins pour la raccorder à la blockchain centrale de Polkadot, qui est la Relay Chain. Pour AVAX, c'est pareil, vous voulez créer votre subnet, il vous faut des AVAX. Et pour Cosmos, vous pouvez créer votre blockchain indépendamment de tout token. Et enfin, moi personnellement, en tant que développeur, je vous dis ça, je sens bien que j'ai employé un ton genre c'est génial, mais c'est parce que je pense que c'est génial. Moi, en tant que développeur, je trouve que Tendermint, la solution Tendermint plus Cosmos SDK, c'est la liberté. Je n'ai pas à payer, le concept chez eux, c'est de dire que quand vous créez une blockchain avec le Cosmos SDK, vous êtes souverain. Ce qui se passe dans votre blockchain, c'est vous qui le décidez. Alors, quand je dis vous, c'est pas terrible au niveau décentralisation, mais je parle d'une communauté. Pensez gros, pensez la communauté d'Uniswap, par exemple. Il y a toute une communauté, il y a toute une gouvernance, il y a un token, l'UNI, qui permet de voter, tout ça pour des évolutions, parce qu'il me semble que c'est un token de gouvernance. Alors, je connais pas bien UNI, donc je dis peut-être de grosses bêtises. Mais voilà, l'idée, elle est là. Imaginez que UNI, plutôt que d'être sur Ethereum et donc de dépendre des frais de transaction d'Ethereum et de toutes les décisions qui vont être prises au niveau de Vitalik Buterin et tout ça au-dessus d'eux par les mineurs, etc. Ils vont pas subir ça ils subiraient pas ça s'ils avaient leur blockchain. Par contre, pour en revenir un peu là-dessus, ils étaient obligés d'être sur Ethereum à l'heure actuelle puisque tous les tokens étaient sur Ethereum. Quand vous faites une application de défi, jusqu'à présent, c'était stupide de ne pas se mettre sur Ethereum puisque tous les tokens à échanger sont sur Ethereum. Si vous vous mettiez ailleurs, vous aviez rien à vous échanger. Donc ok, super, Uniswap, mais Uniswap de quoi? Swap de rien. Donc ça n'avait aucun sens. À partir du moment où vous avez l'interopérabilité des blockchains, et on est en plein dedans. Là, je vous parle de Cosmos, mais vous avez sûrement entendu parler des Layer 2 qui vont interagir avec Ethereum, qui est la solution de scalabilité à l'heure actuelle d'Ethereum. Et donc, encore une fois, aucune crypto-monnaie n'est nécessaire. Donc, je ne dépends pas d'Ethereum. Si Uniswap avait sa propre blockchain, les gens paieraient leurs transactions avec l'Uni. Ethereum, peut-être, s'il le décidait, c'est possible. Mais au moins, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est parti. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que là, il y a une partie un peu plus technique. Voilà, on va parler de Tendermint. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le moteur. Tendermint va s'occuper des choses qui sont chiantes, entre guillemets, qu'on n'a pas envie de refaire, en fait. Voilà, ça va s'occuper de la partie réseau. Dans une blockchain, vous avez des nœuds qui communiquent entre elles. Des nœuds qui communiquent entre eux. C'est des nœuds, pardon. Donc, il y a une partie réseau. C'est Tendermint qui va s'en occuper. Il y a une partie consensus. Le consensus, c'est comment ces nœuds vont se mettre d'accord sur un bloc. Est-ce qu'ils sont tous d'accord sur un bloc, enfin majoritairement d'accord sur un bloc? Si oui, on l'ajoute dans la blockchain. Ça, c'est la partie consensus. Et ça, c'est Tendermint qui vous l'offre. Donc c'est la partie chiante, mais indispensable et ô combien centrale dans une blockchain, parce que si vous avez merdé, s'il y a des bugs là-dedans, vous pouvez être sûr que votre blockchain elle va foutre le camp. Enfin, voilà, plus personne n'y fera confiance. Une blockchain, c'est la confiance. Si vous n'avez pas de confiance, ça ne marche pas. Donc ça, c'est éprouvé et ça marche. Vous allez pouvoir là-dessus venir ajouter votre code. Vous, en tant que développeur d'une blockchain, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la partie orange. C'est la partie application. Donc vous avez donc un moteur, comme je vous disais, clé en main, Tendermint Core, qui vous offre un consensus qui est le Proof of Stake. Alors ça, effectivement, c'est figé. Quand vous utilisez Tendermint, c'est forcément du Proof of Stake. Et vous avez la gestion du réseau, des communications entre les nœuds qui vont se mettre d'accord sur les blocs, sur les transactions, etc., etc. Vous, en tant que développeur, vous avez juste à vous concentrer sur la partie orange. Et cette partie orange peut être développée dans divers langages. Go, JavaScript, Java, C++, C#. Tout ça parce que vous avez ce protocole ABCI, qui est un protocole réseau.
Du coup, Tendermint n'exécute pas votre code. Il s'en fout de quel langage il s'agit. Il n'est pas là pour interpréter votre code. Non, il va juste, via le réseau, souvent sur la même machine, hein, c'est vrai que là, quand on parle de réseau, les gens ont tendance à penser machines différentes, réseau très éloigné. Non, non, voilà, c'est deux applications sur la même machine et ils peuvent communiquer par des sockets, voilà, terme technique, mais là-dessus, donc c'est indépendant du langage puisque Tendermint n'exécute pas votre langage. Non, lui, il va juste envoyer des informations à votre application. Par exemple, un type d'information, on va en parler après, là aussi, il faut que j'aille vite si je veux pas que la vidéo dépasse les 20 ou 30 minutes. Par exemple, Tendermint va recevoir une transaction. Ce que va faire Tendermint, puisque Tendermint, lui tout seul, il ne sert pas à grand chose, il ne va pas savoir quoi en faire en fait. La première chose qu'il va faire, c'est demander à votre application, j'ai reçu ça comme transaction, est-ce que c'est OK? Est-ce que cette transaction pour toi, elle est bien? Est-ce que tu vas savoir l'interpréter? Est-ce qu'elle fait partie des transactions que tu acceptes? Et voilà, si tu retournes oui, je l'ajoute au même pool. Tendermint va ajouter la transaction dans le même pool, donc le pool de transactions que vont se partager les validateurs, et ainsi de suite. Après, on rentre dans le moteur de la blockchain. Une fois que la transaction est dans le même pool, après, elle est prise, voilà, elle est prise par le validateur, elle est ajoutée dans les blocs, etc., etc. Là-dessus, vous avez voilà, un graphe un peu plus évolué qui consiste à montrer comment 5 validateurs interagissent. Donc c'est ce que je vous disais, il y a la partie réseau. Et comme vous voyez, c'est la partie verte qui relie les validateurs entre eux. Cette partie verte, c'est Tendermint Core. Vous n'avez pas à la redévelopper et ça, c'est un soulagement énorme. Voilà, ici vous avez 5 validateurs. Sur la partie réseau, en quoi consiste la partie réseau? En fait, le consensus, c'est du proof of stake. Donc, chacun à leur tour, chaque validateur va proposer un bloc. Mettons ici que c'est lui ici qui va proposer un bloc. Donc, il va appeler votre application pour savoir si la transaction est bonne, pour l'ajouter dans le même pool. Alors ça, c'est avant de créer un bloc, puisque les transactions qui sont dans le bloc sont issues du même pool. Donc, avant de savoir si on met une transaction dans le même pool, il va appeler votre application pour vous dire, voilà, j'ai reçu ça, est-ce que c'est une transaction qui est valable pour toi? Mettons par exemple que vous ayez fait Bitcoin sur le protocole de Tendermint. Bitcoin, s'il reçoit une transaction qui veut ajouter un smart contract comme sur Ethereum, la partie application de Bitcoin sur Tendermint va dire non, cette transaction, moi je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Pour moi, elle veut rien dire, donc j'en veux pas, dégage là. En fait, quand vous êtes développeur d'une application sur Tendermint, vous allez répondre à certains événements que va déclencher Tendermint. Et notamment ces événements qui sont les plus importants, il y en a quelques autres, mais pas beaucoup. Donc en fait, vous allez devoir coder le check TX. Donc quelles sont les transactions acceptées par votre application? Vous allez devoir coder le init chain, c'est-à-dire que Tendermint, quand vous allez le lancer, quand il va démarrer, Tendermint va vous dire, là, je démarre pour la première fois, c'est le début. Voilà le Genesis file. En général, on met un Genesis file. Et qu'est-ce que tu veux faire pour démarrer une blockchain? Quel est le code qu'est-ce que tu vas faire? Fais ce dont tu as besoin pour initialiser ta blockchain. Pardon, c'est exactement ça. Voilà, après, il y a les événements de Begin Block. Je suis sur le point de créer un nouveau bloc. Qu'est-ce que tu veux faire? Deliver TX, c'est probablement ce qu'il y a de plus important et de plus complexe. C'est qu'est-ce que vous faites pour les transactions. Mettons que vous avez 3 types comme sur Ethereum, mettons que vous faites une plateforme de smart contract. Il y a 2 types de transactions. Les transactions principales sur Ethereum, avant même l'ajout de n'importe quel smart contract, il y en a 2. C'est le transfert de valeur, qui est le transfert d'ETH, et l'ajout d'un smart contract. Vous avez 2 types de transactions. Donc là, c'est là-dedans que vous allez exécuter ces transactions. Vous allez recevoir la transaction dite de transfert et la transaction dite d'ajout de smart contract. Et donc vous avez le code qui va réceptionner ces transactions et effectivement faire ce qu'il y a à faire. Dans le cadre d'une transaction, vous allez, si Bob envoie 2 ETH à Alice, vous allez déduire 2 ETH du compte de Bob et ajouter 2 ETH sur le compte d'Alice. Vous avez l'événement d'endblock et vous avez l'événement de commit. Commit, c'est quand tout s'est bien passé. C'est-à-dire que ici, comme je disais, vous êtes ce validateur-là, c'est à son tour de créer un bloc. Il va créer un bloc, il va appeler toutes les étapes les unes après les autres, puis il va les proposer à tous les autres,
tous les autres validateurs, et quand plus de 2/3 des validateurs auront dit OK, j'ai le même résultat que toi sur ce bloc-là, alors on commit. Donc c'est le mécanisme de consensus que vous n'avez pas à développer. Donc quand vous avez le commit, dans votre application, c'est à vous de faire en sorte que effectivement vous validiez tous les changements d'état dans votre base de données. Comprenez bien qu'on peut mettre n'importe quel type d'application au-dessus de Tendermint. Vous voulez faire je dis n'importe quoi, une application de gestion de blog, vous pouvez la mettre sur Tendermint. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez répliquer votre application de gestion de blog sur tous les nœuds, et surtout vous allez vous mettre d'accord, il y a une vérification systématique sur toutes les transactions qui ont modifié votre gestionnaire de blog, et vous allez répliquer ce gestionnaire de blog sur différents nœuds. Donc voilà, bon, je suis un peu parti loin. Donc c'était pour vous dire un peu comment c'est fait et à quel point finalement c'est pratique d'avoir cette couche Tendermint. Au-dessus de cette couche, vous avez la couche Cosmos SDK. C'est divers modules réutilisables pour implémenter une blockchain. Donc vous allez voilà, j'ai pris une liste un peu que j'ai trouvée, et ici vous avez la partie core, donc celle-là on la retrouve dans la documentation du Cosmos SDK. Ces divers modules assez classiques dans tout ce qui est blockchain, par exemple, et surtout par exemple, le premier qui est pratiquement inévitable quand vous voulez faire une blockchain publique du moins, c'est l'authentification. Donc c'est le module qui va vérifier les signatures, que la signature est bien OK par rapport à la transaction que vous êtes en train de faire. Donc que personne n'a modifié la signature, que personne n'a modifié la transaction entre temps, etc., etc. Que c'est bien celui qui a bien signé et bien celui qui dit être à l'origine de la transaction. Le module banque pour gérer les tokens, forcément aussi dans toute, voilà, souvent, ce sera souvent le cas quand vous faites une blockchain, vous aurez souvent ce module-là. Le module de gouvernance. Le module IBC, alors lui c'est le dernier, donc c'est celui qui fait l'interconnexion entre les blockchains, etc., etc. Vous avez juste à les ajouter pour utiliser ces fonctionnalités dans votre blockchain. Et là vous voyez qu'il y en a un qui, voilà, là vous voyez ceux qui ont été rajoutés par d'autres projets finalement, puisque quand vous faites votre blockchain avec le Cosmos SDK, vous faites des modules. Ces modules en général sont open source, ils sont réutilisables. Donc du coup, vous pouvez réutiliser ceux qui ont été faits par d'autres projets. Et en l'occurrence, vous avez un projet qui s'appelle Ethermint qui a mis la machine virtuelle d'Ethereum sur Tendermint. Et du coup, vous avez un module EVM, c'est-à-dire que si vous voulez votre machine virtuelle sur votre blockchain, votre machine virtuelle Ethereum sur votre blockchain, vous n'avez qu'à ajouter le module. Peggy, Faucet, ici Auction, ici CDP, je crois que c'est des prêts collatéralisés, pardon. Kava, il me semble que c'est un projet qui est construit sur le Cosmos SDK orienté défi. Donc ici, vous avez l'exemple des divers briques qu'on a utilisés pour construire une blockchain. Donc au centre, vous avez Tendermint, et puis au-dessus, vous avez tous les modules SDK dont vous avez besoin. Vous pouvez imaginer vouloir une EVM, vouloir Peggy. Alors Peggy, c'est pour faire le bridge entre une blockchain qui n'est pas compatible Tendermint, comme Ethereum par exemple, ou Bitcoin. Peggy permet de faire ça. C'est le problème de la finalité. Et Tendermint a une finalité immédiate, c'est-à-dire que quand un bloc est ajouté, il est immédiatement considéré comme ajouté définitivement à la blockchain, ce qui n'est pas le cas. Je sais pas si vous êtes, enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais sur Bitcoin, c'est pas forcément le cas. On dit qu'il faut attendre 5-6 blocs pour être sûr que, a priori, le bloc soit définitivement ajouté. C'est une question de probabilité. Voilà. Des fois, il y a des forks sur Bitcoin. Ils les gèrent très bien, sauf que pour s'assurer qu'un bloc soit vraiment définitif, il faut attendre 5-6 blocs. Et du coup, Peggy, il me semble, hein, je ne me suis pas penché plus que ça sur le projet, mais voilà, sur le module en l'occurrence. Et donc, vous pouvez ajouter divers modules. Et si vous ajoutez ABC, vous rendez votre blockchain interopérable avec d'autres blockchains Tendermint. Alors ici, vous avez une liste non exhaustive des divers projets que j'ai pu trouver qui ont été construits sur Tendermint et le Cosmos SDK. Alors, pour moi, c'est important parce que ça crédibilise le projet, puisque l'idée, c'est de permettre à plusieurs blockchains d'émerger, de proliférer, pour ensuite les faire interagir entre elles. Cette liste prouve que la première étape est une réussite. Aujourd'hui, quand vous voulez débuter une blockchain, Tendermint vient forcément dans vos recherches. J'en veux pour preuve tous ces projets. Par exemple, notamment Binance. Binance qui a voulu créer sa blockchain,
Binance, qui a une puissance de feu financière probablement phénoménale, a dû embaucher ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et voilà. Et ces gens chez Binance ont estimé que la meilleure chose à faire, c'était d'utiliser Tendermint et le Cosmos SDK pour faire leur blockchain. Et vous voyez ici des projets qui sont de grande réussite. Bon, le Cosmos Hub, voilà, c'est la première fois que j'y fais allusion. C'est la blockchain de Cosmos. Donc quand on parle de Cosmos, on a tendance à l'associer au Cosmos Hub. C'est pas tout à fait vrai. Le Cosmos, c'est d'abord les briques dont je vous ai montré. Et le Cosmos Hub, c'est finalement la première blockchain qui va utiliser ces briques-là, qui a été mise en place. Et c'est la première blockchain aujourd'hui qui a été déployée avec l'IBC. Donc c'est la première blockchain à avoir eu l'IBC. Maintenant, on attend que les autres viennent aussi sur IBC. Et je crois que ici, Iris a aussi été mis à jour pour pouvoir interagir. Une fois qu'elles auront tous IBC, que toutes ces blockchains auront IBC, elles pourront interagir entre elles. Et vous avez de très gros projets comme Terra, OKEx, Bond Protocol, REN, Torchain, KuCoin, Secret, Secret que je trouve très intéressant. C'est des smart contracts en mode privacy ils font de la défi. Alors bon, moi je suis pas un spécialiste défi, mais apparemment il y a un problème dans la défi qui est le front running. Sur les blockchains, vu que tout est public, vous avez des gens en général c'est des programmes et des bots plutôt, qui vont intercepter vos ordres de trading et venir se placer juste avant. Je sais pas, visiblement ça consiste à je vais venir acheter juste un peu moins cher au-dessus de toi pour permettre de te revendre juste un peu plus cher. Enfin, voilà, des choses comme ça. Secret, vu que l'idée c'est que vous avez des smart contracts, les informations qui sont envoyées au smart contract sont cryptées, les informations qui sont en sortie du smart contract et insérées dans la blockchain sont cryptées elles aussi, et personne n'a accès aux données décryptées. Apparemment, les validateurs ont, alors là c'est une technologie que je ne connais pas, mais visiblement, voilà, il y a des machines ou des endroits dans des zones mémoire SGX, je crois, la technologie, enfin là je dis peut-être des bêtises, mais bref, c'est construit sur le Cosmos SDK et Tendermint. Kava, c'est de la défi. Oasis, c'est un gros projet aussi de gestion des données privées, je sais plus, données personnelles. Mirror aussi, je crois que c'est de la défi, etc., etc. Iris, c'est un autre hub. Et c'est là où on en vient à Cosmos Hub. Le hub, c'est celui qui va relier l'idée d'une blockchain hub basée sur Tendermint et le Cosmos SDK, c'est de permettre aux autres c'est de router les transactions, en gros. Et on va voir ça plus tard. Donc, cette liste, alors l'idée, c'est pas de retenir tout le monde, mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une réussite. Aujourd'hui, il y a pas mal de blockchains qui utilisent Tendermint et le Cosmos SDK. Et maintenant que IBC commence à être mise en place, elles vont pouvoir interagir entre elles. Et ça, c'est important parce qu'en fait, vous avez plein de blockchains qui savent très bien faire ce pourquoi elles ont été faites, mais parfois, on a envie de pouvoir faire les deux. Et là, vous allez pouvoir faire ça de manière trustless. Vous allez pouvoir passer d'une blockchain à une autre sans avoir à passer par un site centralisé ou enfin je sais pas, ou par deux wallets différents. Enfin voilà, le mécanisme va être simplifié et surtout il va être trustless et c'est ça qui est important. Donc là vous avez c'est censé illustrer l'IBC. Bon, l'IBC, c'est la communication interblockchain. Et ici on voit le Cosmos Hub, donc qui est la première blockchain Cosmos à avoir déployé à IBC. Et l'objectif du Cosmos Hub, c'est vraiment juste de permettre aux blockchains d'interagir entre elles. Alors juste, voilà, du coup, on peut se demander quelle est la tokenomics de Atom. L'idée, c'est qu'en fait, toutes les transactions qui vont transiter par le Cosmos Hub vont devoir payer des fees. Probablement en Atom au début. Peut-être, on peut imaginer que la gouvernance du Cosmos Hub décide que quand Bitcoin transite par le Cosmos Hub, on accepte en guise de paiement du Bitcoin, puisqu'on fait confiance à Bitcoin. On peut imaginer ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, ici, on a un exemple de réseau de blockchain qui vont pouvoir interagir entre elles. Et c'est important d'ici de mettre un exemple de private chain, parce que en fait, dans l'idée, Cosmos ne veut limiter le réseau à personne.
C'est pas parce que vous êtes une chaîne privée, une blockchain privée, qui est gérée par un consortium ou je ne sais quoi, que vous n'avez pas le droit d'accéder au reste des blockchains. Et c'est important parce que on peut avoir des blockchains privées qui vont émerger et qui vont avoir un rôle à jouer. Je pense enfin, je ne dis pas que Facebook fait une blockchain dans Cosmos, mais on peut imaginer ce genre de choses. Ou mieux encore, ou pire, enfin, je ne sais pas de quel point de vue on se place, mais les CDBC, les fiat, les monnaies numériques d'État, pour être une blockchain, et ce serait, à mes yeux, vachement sympa d'avoir ces blockchains sur un réseau accessible, euh, sur un réseau trustless qui permet d'accéder aux autres blockchains. Euh, et mettons que ici je sois au Misego, j'ai fait la blockchain au Misego, bah, je serais sympa, ce serait assez classe ici. Imaginons que c'est l'Eurochain, ici en private chain, bah, ce serait génial que je puisse envoyer mes euros, mes euros CDBC vers la blockchain Omisego sans intermédiaire, sans passer par une banque ou quoi que ce soit. Ça se fait comme ça, je fais confiance au réseau. Et Omisego bah, serait très content très probablement d'avoir une visibilité et une possibilité d'interagir avec tous les gens qui auront l'euro décentralisé, entre guillemets. Euh, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, et on peut interagir entre toutes ces blockchains. Et au final, on obtient quelque chose qui ressemble à ça, mais il faut imaginer quelque chose d'un peu beaucoup plus grand, puisqu'en fait, en fait, il n'y a pas de limite à l'extension de ces trucs-là. Vu qu'un hub peut être lié à un autre hub, bah en fait, vous pouvez dessiner une toile infinie de blockchain. Chaque zone ici, zone est une blockchain. La zone, c'est une blockchain qui est reliée à un hub. Donc, dans Cosmos, il y a deux types de blockchain. Il y a les zones et les hubs. Mais une zone peut très bien devenir un hub finalement. Puisque, là c'est les débuts d'IBC, donc je ne suis pas encore un expert du domaine, mais moi il me semble qu'il suffit d'utiliser le module IBC pour permettre aux autres de venir se greffer dessus. Donc ici, si cette zone devient importante et tout ça, et qu'il y a des projets qui viennent se greffer dessus, bah, ça devient un hub. Et donc voilà, vous pouvez avoir une infinité de blockchains. Alors il y a un effort qui a été fait en termes de développement sur ces petites briques qui permettent de raccorder de manière trustless les blockchains qui ne sont, voilà, qui ne sont pas finalement compatibles avec le Tendermint et son consensus, avec une finalité immédiate. Bah, comme je vous l'ai dit, Bitcoin et Ethereum n'ont pas une finalité immédiate. Du coup, il y a ce fameux PEGI, alors je crois que ça représente ce fameux module PEGI qui vient, qui vient régler ce problème. Et du coup, on peut venir ajouter Bitcoin là-dessus. Donc, il faut imaginer que par exemple, le Hub 1, bah, ça va être Cosmos Hub. Et ici, vous avez déjà Iris, IrisNet, qui existe aussi et qui vient d'être mise à jour aussi à l'heure où je vous parle, avec l'IBC. Et donc, du coup, bah, si je veux envoyer des bitcoins sur la zone ici, je peux très bien envoyer des bitcoins sur cette zone. Imaginons que ce soit une blockchain que j'ai développée, elle va pouvoir recevoir des bitcoins de manière trustless, sans avoir à passer par un tiers de confiance custodian qui va stocker vos bitcoins et ici je vais devoir minter. Non, non, ça va se faire tout seul. La transaction va transiter par le hub 1, le hub 2, puis arriver sur ma zone. Et comme je vous disais, bah, ici c'est le Cosmos Hub, bah, il va falloir payer des frais de transaction. Et comme en général, quand vous holdez des atomes, vous les stakez. Bah, quand vous stakez des atomes, bah, en fait derrière vous recevez les récompenses, les fees qui vont transiter par le hub. Alors au début c'est des atomes, mais comme je vous disais, moi j'imagine dans la gouvernance, alors je mets peut-être le doigt dans l'œil, hein, mais ça me paraît très judicieux par exemple de dire bah écoutez bah moi je trouve qu'on est sur le Cosmos Hub, il y a quand même deux trois monnaies auxquelles on peut faire confiance, Ethereum, Bitcoin et tout ça. On peut estimer qu'avoir de l'Ethereum pour payer des transactions sur le hub, bah, ce soit pratiquement aussi fiable qu'en atome. Ça me paraît très judicieux et je serais très content en tant que holder et staker de recevoir des bitcoins et des atomes en proportion de ce qui traverse le réseau. Donc voilà pour cette partie. Cette partie, c'est déjà un peu plus confus dans ma tête, c'est des idées qui fusent, c'est ce que j'ai pu entendre sur des conférences. Alors, enfin, en fait, non, j'ai même clairement entendu dans une conférence d'un chercheur qui travaille sur Cosmos. En gros, on peut se demander pourquoi développer sa blockchain plutôt qu'un smart contract. Je vous ai déjà donné une idée en parlant d'Uniswap. Uniswap qui subit la gouvernance et les problèmes d'Ethereum et qui n'a pas
d'autre choix que de subir. Et donc le chercheur auquel je fais allusion a utilisé l'image de l'empire. Ethereum est un empire qui permet à tous les pays qui ont été envahis, bon là en l'occurrence ils n'ont pas été envahis, ils ont choisi d'aller sur Ethereum, mais ils n'avaient pas trop de choix finalement à l'époque, il n'y avait pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'Ethereum fournit sa stack, elle dit à tout le monde, allez-y, moi je m'occupe de la décentralisation, moi je m'occupe de la sécurisation de données et je vous assure de la décentralisation et des programmes qui vont jamais s'arrêter. Par contre, en échange, bah, vous êtes obligé de payer ce qui est finalement une taxe en Ethereum. Vous êtes obligé d'utiliser ma monnaie. C'est ce que fait un empire finalement. Il envahit les zones et une fois qu'il a envahi ces zones, bah, il explique à ces zones, bah, déjà d'une, vous allez devoir commercer avec ma monnaie, c'est obligatoire, et vous allez payer des impôts pour ça. Et moi, en échange, bah, je vous fournis la sécurité. Vous avez, voilà, vos impôts vont servir à payer mon armée, et mon armée bah, elle va permettre de vous défendre. En l'occurrence, sur Ethereum, l'armée, c'est les mineurs. Et les impôts, bah, c'est les gaz. Euh, alors aujourd'hui, Ethereum est complètement inutilisable, à moins d'être très riche, mais bon, chaque transaction coûte des dizaines de dollars, voire beaucoup plus, en fonction de ce que fait le smart contract qui est déclenché. Et moi, par exemple, si j'avais fait mon application sur Ethereum, bah, je, je subirais, même si mon application n'était pas trop consommatrice de transactions et tout ça, mes utilisateurs sont pas si nombreux que ça, il n'y a pas de souci, bah, je subirais le succès des autres applications. Et quand je dis subir, voilà, c'est financièrement, quoi. Et c'est quand même, je sais pas, moi, ça me choque un peu de dire, voilà, le service se dégrade et il va falloir payer encore plus cher pour ce service dégradé. Enfin, voilà, aujourd'hui, Ethereum subit clairement ça. Parce que voilà, si ça vous arrive dans la vie de tous les jours, vous avez un service qui est pourri et ce service vous dit bah ça va vous coûter plus cher. Je connais personne qui reste, voilà, tout le monde change d'épicerie, quoi. Enfin, ça peut pas marcher et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez la Binance Smart Chain, quand bien même elle est beaucoup moins décentralisée, voire pas du tout, bah les gens vont dessus. Les gens vont dessus. Voilà, c'est comme ça. Et il va y avoir de plus en plus de concurrence. Et voilà, et encore une fois, est-ce qu'il est judicieux de vouloir mettre toutes les applications décentralisées sur la même blockchain? Quand bien même Ethereum 2 résolverait beaucoup de problèmes de scalabilité, est-ce qu'un jour ou l'autre, on ne sera pas à nouveau confronté à un problème de scalabilité? Je veux dire, aujourd'hui, c'est que le début des blockchains et des applications décentralisées. Enfin, la défi, c'est vraiment le tout début. On peut imaginer, si tout se passe comme je l'imagine, les blockchains vont devenir quelque chose de central. Pour moi, il y aura toujours une limitation. Et on en arrive, voilà, et cette limitation, elle sera beaucoup moins confrontée à cette limitation dans une architecture du type de Cosmos. Parce que chaque blockchain est souveraine, va gérer ses transactions à elle et ne va jamais gêner les autres. Après, oui, il y a le problème du hub, effectivement. Le hub, si vous avez beaucoup trop de blockchains reliés au hub et que beaucoup de transactions, voilà, pareil, on va avoir une limite de scalabilité. Alors après, on va pouvoir, il y a des possibilités de scaler à la fois horizontalement et verticalement, puisque finalement, si ce hub est saturé, eh ben, on va se raccorder à un autre hub. Donc voilà. J'espère avoir été assez clair. La vidéo fait 30 minutes. Je vais arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est voilà pour ceux qui l'ont fait. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet qui me passionne et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Cosmos et d'autres projets. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut être honnête, Cosmos me plaît énormément et j'aimerais faire des tests sur le développement d'une blockchain puisque c'est gratuit et que je peux le faire sans avoir à payer quoi que ce soit pour la mettre en ligne. Euh, donc voilà, je trouve ça assez génial. Voilà, d'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous et puis à bientôt.